Ma sœur a abandonné son bébé dans une chambre d'hôpital. Ensuite mes parents ont dit que je devais élever l'enfant. 10 ans plus tard ils m'ont poursuivi pour la garde en prétendant que je les avais séparés. Mais quand j'ai remis au juge un dossier scellé, ses yeux se sont écarquillés. Ensuite il a demandé « Savent-ils au moins ce que vous avez ?» Et leur avocat est arrivé horrifié. Je m'appelle Rachel Ellis. J'ai 34 ans. La nuit où ma vie s'est divisée en deux n'a pas commencé par un cri. Elle a commencé par une chambre d'hôpital qui était soudainement trop calme. Je m'y étais précipité après avoir reçu un appel paniqué. Je m'attendais à un drame. C'était peut-être un autre désordre familial que je devrais régler. Au lieu de cela j'ai poussé la porte et j'ai trouvé un lit vide. Il y avait un berceau près de la fenêtre. Un nouveau-né clignait des yeux sous les néons comme si elle attendait que quelqu'un lui explique pourquoi elle avait été laissée sur place. Il y avait un mot plié sur la table de nuit. Juste une phrase. Elle est à toi maintenant. Je l'ai lu 2 fois parce que mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Ma sœur était sortie de cette chambre. Elle avait abandonné son bébé quelques heures après avoir accouché. J'ai à peine eu le temps d'assimiler cela avant l'arrivée de mes parents. Ils ont regardé l'enfant puis ils m'ont regardé. Ils ont décidé que j'étais celle qui porterait le poids de son choix. Ils n'allaient pas m'aider. Ils n'allaient pas protéger ce bébé avec moi. Ils m'ont juste remis un fardeau en appelant cela un devoir. Je me souviens être resté debout dans cette chambre froide. Une assistante sociale posait des questions. Les infirmières entraient et sortaient. Ce tout petit bébé commençait à pleurer pendant que tout mon avenir s'effondrait en temps réel. Je ne savais pas comment être mère. Je ne savais pas comment ramener un nouveau-né à la maison. Je ne savais pas qu'un seul choix fait dans un hôpital avant l'aube me coûterait ma relation amoureuse. Cela me coûterait mes économies et ma paix. Près de 10 ans plus tard cela me traînerait dans un tribunal. Les mêmes personnes qui l'avaient abandonné m'accuseraient de la leur avoir volé. Et quand le juge a ouvert le dossier scellé que j'ai remis, la salle a changé si vite. Même leur avocat avait l'air malade. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans ce dossier et comment tout ce cauchemar a commencé à se dissiper, dites-moi quelle heure il est chez vous. Dites-moi d'où vous écoutez. Je veux vraiment savoir jusqu'où cette histoire s'étend ce soir. Je n'ai pas ramené Sophie à la maison cette nuit-là comme les gens l'imaginent dans les films avec un noble discours. Il n'y avait pas de couverture douce et de certitude soudaine. C'était de la paperasse et des lumières fluorescentes. L'assistante sociale de l'hôpital parlait d'une voix calme. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine tenir le stylo. Ma sœur m'avait inscrite comme contact d'urgence. J'étais le seul membre de la famille en qui elle avait assez confiance pour le mettre sur un formulaire. Elle était assez cruelle pour me laisser en supporter les conséquences. L'assistante sociale a expliqué que le bébé avait été effectivement abandonné. L'hôpital ne pouvait pas simplement la renvoyer dans le chaos. Si je voulais éviter à Sophie un placement d'urgence en famille d'accueil, je devais accepter un arrangement temporaire de parenté. Je devais comparaître devant le tribunal de la famille dans les jours suivants. Je me souviens avoir fixé ce petit berceau pendant que les infirmières prenaient sa température. Elles m'ont demandé si j'avais un siège auto ou un berceau. Elles ont demandé pour du lait maternisé et des biberons. Elles voulaient savoir pour des couches ou si j'avais la moindre idée de ce que je faisais. Je n'avais rien de tout cela. Ma mère Linda se tenait près de la fenêtre avec son sac à main sous le bras. Elle avait l'air d'attendre un vol retardé. Mon père Richard n'arrêtait pas de répéter que Brooke avait toujours été imprudente. C'était exactement pour cela qu'il avait fini de la sauver. Quand j'ai demandé ce que je devais faire, il m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit « Tu prends le bébé. Elle te l'a laissé. C'est ta responsabilité maintenant et non la nôtre. » Ma mère a hoché la tête comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Je pense que c'est le moment où quelque chose s'est endurci en moi. Ce n'est pas parce que je suis soudainement devenue courageuse. C'est parce que j'ai compris que personne d'autre dans cette pièce n'allait choisir cet enfant. Alors je l'ai fait. Les 48 heures suivantes ont ressemblé à une noyade en public. J'ai emprunté un siège auto à l'assistante sociale de l'hôpital. J'ai conduit jusqu'à un magasin Target ouvert 24 heures sur 24 juste avant l'aube. Je me suis tenu dans le rayon des bébés avec mes vêtements de la veille. Je lisais les étiquettes comme s'il s'agissait d'un examen final pour lequel je n'avais jamais étudié. J'ai acheté du lait maternisé et des pyjamas pour nouveau-nés. J'ai pris un parquet, des couches et des lingettes.
J'ai acheté des tétines et de minuscules chaussettes et du shampoing pour bébé. C'était des choses que je n'avais jamais imaginé acheter pour moi-même. Mon petit ami de l'époque Evan est venu plus tard dans la matinée. Il a regardé autour de mon appartement les sacs ouverts et le nouveau-né endormi sur mon canapé. Il est devenu silencieux d'une manière qui m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Il a dit qu'il était désolé mais qu'il n'avait pas signé pour une parentalité instantanée. Certainement pas pour le désordre de quelqu'un d'autre. Certainement pas pour un bébé tombé dans ma vie à cause d'un drame familial. J'étais trop épuisé pour me battre contre lui. Il a emballé les quelques affaires qu'il gardait chez moi. Il est parti avant le coucher du soleil. Ce fut la première des nombreuses pertes qui sont arrivées emballées comme une évidence. La première semaine j'ai à peine dormi. Sophie se réveillait toutes les 2 ou 3 heures. J'ai réglé des alarmes pour suivre les repas parce que j'étais terrifié. J'avais peur d'oublier quelque chose d'important et de la blesser par accident. J'ai appris à lui faire son rang en regardant une infirmière le faire une fois. J'ai copié le mouvement sur mon épaule à 3:00 du matin. J'ai appris ce que signifiaient les différents pleurs. Faim. Mouillé. Gaz. Trop fatigué. Effrayé. J'ai appris que la peur peut coexister avec l'amour. Parfois l'amour commence comme une décision avant de devenir un sentiment. Mes collègues de l'école primaire où j'enseignais à la maternelle sont arrivés avec des plats préparés. Ils ont apporté des vêtements pour bébé d'occasion et des cartes cadeaux. Une église située à 2 rues de là a fait don d'un berceau. Madame Alvarez, la voisine retraitée, m'a appris à emmailloter Sophie. Elle le faisait assez fort pour l'aider à dormir. Mes parents sont passés 2 fois ce premier mois. Les 2 fois ma mère a critiqué l'appartement. Mon père a demandé si Brooke avait donné signe de vie. Aucun des deux n'a changé une couche. Aucun des deux n'a offert d'argent. Aucun des deux n'est resté assez longtemps pour aider à donner un biberon. Au tribunal de la famille la semaine suivante, je me suis tenu devant un juge. J'ai répondu aux questions avec Sophie endormie contre ma poitrine dans un porte-bébé emprunté. J'ai expliqué que je n'avais pas planifié cela. Je ne m'y attendais pas. Mais je n'allais pas l'abandonner. Le juge m'a accordé la tutelle temporaire en attendant un examen plus approfondi. Ce n'était pas permanent. Ce n'était pas sûr. Ce n'était pas suffisant pour me laisser respirer. Mais cela gardait Sophie avec moi. J'ai pris un congé en vertu de la loi sur les congés familiaux et médicaux. J'ai rompu mon bail. J'ai quitté mon petit appartement d'une chambre pour m'installer dans un modeste duplex près de l'école. J'avais besoin d'une 2e chambre et d'un quartier où je pouvais imaginer un enfant grandir. J'ai vendu des bijoux. J'ai vidé mes économies. J'ai accepté tous les projets de programmes scolaires indépendants supplémentaires que le district offrait. Une fois de retour au travail, ma vie est devenue plus petite et plus dure du jour au lendemain. Mais Sophie a grandi. Elle a pris du poids. Elle a commencé à se concentrer sur mon visage. Sa petite main s'est enroulée autour de mon doigt pendant les repas de fin de nuit. À chaque fois qu'elle le faisait, je me sentais moins comme si je gardais un désastre. Je me sentais de plus en plus comme si j'étais choisi par quelqu'un de trop petit pour comprendre ce que choisir signifiait. À la fin de cette première année brutale, je ne survivais plus à un fardeau. J'élevais un enfant. Même si personne dans ma famille ne voulait le dire à voix haute, Sophie était devenue mienne dans tous les sens du terme. Les années qui ont suivi ne sont pas passées dans une précipitation dramatique. Elles se sont construites lentement. Un jour ordinaire à la fois. C'est ce qui les a rendues si puissantes. La vraie maternité n'était pas un montage d'étapes enveloppées dans une musique parfaite. Du moins la version que j'ai vécue ne l'était pas. C'était préparer le déjeuner avant l'aube. C'était essuyer des larmes sur des genoux écorchés. C'était vérifier les devoirs à la table de la cuisine. C'était découper des bons de réduction. C'était mémoriser la clinique d'urgence la plus proche. C'était faire semblant de ne pas avoir peur quand votre enfant se réveillait brûlant de fièvre à 2 heures du matin. Sophie a grandi pour devenir le centre de mon monde si naturellement que parfois j'oubliais qu'il y avait eu un avant. À l'âge de 3 ans, elle avait des céréales préférées. Elle avait un lapin en peluche préféré. Elle avait une petite personnalité têtue qui pouvait remplir une pièce entière. Elle m'a d'abord appelé maman rat. Puis elle m'a appelé maman la plupart du temps. Je ne l'ai jamais corrigée. Pas une seule fois. Je me disais que c'était parce que je ne voulais pas l'embrouiller.
Mais la vérité était plus compliquée. Chaque fois qu'elle m'appelait ainsi, quelque chose de blessé en moi guérissait un peu. J'ai fini par quitter la salle de classe pour occuper un poste de conseillère scolaire au sein du district. Le salaire n'était pas beaucoup plus élevé. Mais les horaires étaient plus stables. La formation m'a aidé à comprendre les enfants qui portaient une douleur invisible. Sophie était l'un de ces enfants. Même si elle avait l'air rayonnante de l'extérieur. Elle n'avait aucun souvenir conscient de l'hôpital, bien sûr. Mais l'abandon laisse des traces dans des endroits que les mots n'atteignent pas. Elle paniquait si j'étais en retard pour venir la chercher même de 5 minutes. Elle détestait les portes fermées à l'heure du coucher. Elle voulait m'entendre bouger dans la cuisine avant de pouvoir s'endormir. Les bons jours, cela ne ressemblait à rien de plus qu'une personnalité excentrique. Les jours difficiles, j'en savais plus. Alors j'ai construit notre vie autour de la fiabilité. Les vendredis soirs, c'était pizza surgelée et soirée film sur le canapé. Les dimanches matins, c'était crêpes et promenade au marché fermier en automne. C'était le parc quand le temps se réchauffait. Chaque anniversaire était accompagné du même gâteau au chocolat de la même boulangerie. Chaque veille de Noël, nous ouvrions un livre et un pyjama. Les petites traditions sont devenues des preuves. Je reste. Je me souviens. Tu es en sécurité ici. Mes parents sont restés ce qu'ils avaient toujours été. Techniquement présents et émotionnellement distants. Ils sont venus pour Thanksgiving certaines années. Ils ont sauté d'autres années. Ma mère apportait des cadeaux qui montraient à quel point elle connaissait peu Sophie. Des poupées pour une enfant qui préférait les chaussures de football et les kits scientifiques. Des robes de soirée pour une fille qui voulait grimper aux arbres. Mon père posait des questions sur l'école avec le ton de quelqu'un qui fait la conversation chez le dentiste. Puis il dérivait vers la politique ou l'entretien de la pelouse. Il parlait de tout ce qui semblait plus facile que la tendresse. Ils ne se sont jamais excusés pour ce qu'ils avaient fait cette nuit-là à l'hôpital. Ni directement ni indirectement. Le sujet de Brooke était traité comme une tâche que personne ne voulait regarder. Parfois mon père me demandait si j'avais eu des nouvelles. Quand je répondais non, il grognait comme si cela mettait fin au problème. J'ai appris plus tard que c'était un mensonge enveloppé de silence. Mais à l'époque, je croyais qu'ils étaient aussi coupés de Brooke que moi. En grandissant, Sophie a posé des questions. J'y ai répondu aussi honnêtement que son âge le permettait. Je lui ai dit que la femme qui lui avait donné naissance était ma sœur. Je lui ai dit qu'elle avait été très malade et incapable de s'occuper d'un bébé à l'époque. Je lui ai assuré que rien de tout cela n'était de la faute de Sophie. Quand Sophie a demandé si cette femme reviendrait un jour, j'ai répondu que je ne savais pas. Quand elle a demandé si j'étais sa vraie mère, je lui ai expliqué que vrai n'était pas toujours la même chose que biologique. Je lui ai dit qu'être parent signifiait être là encore et encore. Elle y a réfléchi longuement la première fois que je l'ai dit. Puis elle a demandé si cela signifiait que l'amour était plus fort que le sang. Je lui ai dit que parfois ça devait l'être. Ces années n'ont pas été faciles financièrement. J'ai pris du travail supplémentaire le soir à la maison. Je me suis coupé les cheveux moi-même pendant un certain temps. J'ai appris comment faire durer une seule sortie à l'épicerie pendant 2 semaines. J'ai mis chaque dollar de rechange dans un petit compte d'épargne pour l'université. Cela semblait presque ridicule quand la facture d'électricité devait être payée. Mais Sophie a prospéré. Elle dessinait constamment. Elle peignait avec une concentration telle que toute la pièce semblait immobile. Elle lisait à un niveau supérieur à sa classe dès la 2e année. Elle avait un rire qui faisait sourire les étrangers dans les files d'attente. Elle avait aussi le don de sentir quand j'étais débordé. À 8 ans, elle m'a trouvé un jour assise à la table de la cuisine entourée de factures. Elle a doucement poussé sa tirelire vers moi. J'ai ri et pleuré si fort que je nous ai fait peur à toutes les deux. C'était le genre d'enfant qu'elle était. Généreuse. Alerte. Profondément aimante. Le genre d'enfant que n'importe quel parent aurait la chance de revendiquer. C'était exactement pour cela que j'aurais dû savoir que la paix n'allait jamais durer éternellement. L'appel est arrivé juste une semaine après que Sophie a eu 10 ans. Notre maison n'avait jamais été aussi solide. La voix à l'autre bout du fil a prononcé un nom que je n'avais pas entendu à voix haute depuis des années. Brooke. Si Brooke s'était présentée ruinée, j'aurais peut-être su comment gérer la situation. Si elle était revenue frénétique ou manifestement brisée, la colère que j'avais accumulée pendant une décennie aurait eu un endroit familier où atterrir.
Mais elle n'est pas revenue avec l'air d'un conte moral. Elle est revenue avec une allure soignée et contrôlée. Elle a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un endroit neutre. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'exiger quoi que ce soit de plus. J'ai failli lui raccrocher au nez. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait était Sophie. J'avais passé des années à dire à ma fille que je lui dirais la vérité. Je lui avais promis de ne pas cacher les choses juste parce qu'elle m'effrayait. Si Brooke était en vie et tendait la main, je devais comprendre pourquoi. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks près du bureau du district pendant que Sophie était à l'école. Quand Brooke est entrée, je l'ai reconnue immédiatement et à peine en même temps. Ses cheveux étaient plus courts. Ses vêtements étaient chers mais sobres. Sa posture était plus calme. Elle avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis des années avant sa disparition. Elle a pleuré presque dès qu'elle s'est assise. Pas de façon théâtrale. Pas bruyamment. Des larmes silencieuses. Le genre de larmes qui vous rendent méfiante parce qu'elles semblent assez sincères pour vous désarmer. Elle m'a dit qu'elle était sobre depuis des années. Elle avait suivi un traitement. Elle avait reconstruit sa vie. Elle avait épousé un homme nommé Derek Sloan. Elle a dit qu'elle s'était détestée d'avoir quitté Sophie. Elle avait cru pendant longtemps que rester éloignée était la chose la moins nuisible qu'elle puisse faire. Elle a dit qu'elle avait suivi ma vie de loin quand elle le pouvait. Jamais assez pour s'immiscer. Juste assez pour savoir que Sophie était en vie et aimée. Cette dernière partie m'a frappé étrangement. Je voulais lui demander comment une mère pouvait observer de loin et quand même dormir la nuit. Je voulais lui demander pourquoi elle m'avait confié la seule chose qu'elle ne pouvait pas se confier à elle-même de garder. Au lieu de cela, j'ai demandé pourquoi maintenant. Elle a dit qu'elle voulait faire amende honorable avant que Sophie ne soit assez grande pour entendre une fausse version de quelqu'un d'autre. Elle a dit qu'elle ne demandait pas à prendre le relais. Elle n'essayait pas de m'effacer. Elle espérait seulement connaître sa fille de la manière qui serait possible. Contre mon meilleur jugement ou peut-être à cause de cela, j'en ai cru assez pour avancer prudemment. J'ai parlé à un pédopsychiatre en qui j'avais confiance. J'ai organisé une première rencontre dans un lieu public avec des limites claires. Sophie savait à l'avance qui était Brooke. Je n'ai laissé personne la surprendre. Cette première rencontre a eu lieu dans un centre d'art communautaire. Sophie aurait quelque chose de familier sur quoi se concentrer si elle se sentait dépassée. Brooke a apporté un carnet de croquis et un ensemble de stylos aquarelles. Elle se souvenait que Sophie aimait dessiner. Ce détail m'a adouci plus qu'il n'aurait dû. Derek est venu aussi. Il était beau de cette façon fade et coûteuse propre à certains hommes. Il avait des chaussures cirées et un charme facile. Il parlait doucement. Il a fait l'éloge de ma façon d'élever Sophie. Il a tenu à dire qu'ils étaient reconnaissants pour tout ce que j'avais fait. Si je suis honnête, c'est ce qui m'a fait me méfier de lui en premier. Il semblait trop prudent. Il ressemblait à un homme qui monte un dossier tout en faisant semblant de construire une relation. Pendant plusieurs mois, les choses sont restées gérables. Brooke a rencontré Sophie dans des cadres supervisés. Puis il y a eu de courtes visites de jour non supervisées une fois que Sophie s'est sentie moins tendue. Brooke n'a jamais insisté pour obtenir le titre de maman. Du moins pas au début. Elle a posé des questions sur les projets scolaires. Elle s'est souvenue de détails que Sophie avait mentionnés auparavant. Elle a appris à lui parler sans faire de promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Sophie l'a appelé Brooke. Brooke l'a accepté avec un sourire qui était soit gracieux soit blessé selon les jours. J'ai regardé ma fille lutter avec la curiosité. Elle luttait avec l'empathie. Elle luttait avec la confusion et la loyauté en même temps. Certains soirs, elle me demandait s'il était normal d'aimer Brooke. Je lui disais que oui. Certains soirs, elle me demandait si le fait d'aimer Brooke allait me blesser. Je lui disais que non. Même si la réponse était plus compliquée que cela. L'amour n'est pas une tarte. Je lui ai dit cela un jour. Une personne qui se soucie de toi ne retire rien à quelqu'un d'autre qui le fait déjà. Puis Brooke et Derek ont acheté une maison à 15 minutes de chez nous. C'est à ce moment-là que le langage a commencé à changer. Derek parlait des districts scolaires et de la sécurité du quartier. Il parlait de la valeur d'avoir une cour. Brooke a commencé à dire des choses différentes. Elle disait que chaque enfant mérite la chance de savoir d'où elle vient. Elle ajoutait qu'il y avait peut-être de la place pour une structure familiale plus naturelle au fil du temps.
La première fois qu'elle a prononcé cette expression de structure familiale naturelle, j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Ce n'était pas tant ce qu'elle disait. C'était la façon dont Derek observait ma réaction pendant qu'elle le disait. Il avait l'air d'avoir placé une pièce sur un échiquier et d'attendre de voir où j'allais bouger ensuite. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Je me suis dit que 10 ans de peur m'avaient rendu défensive. Mais une nuit, Derek s'est assis à ma table à manger. Il mangeait de la nourriture à emporter. Il a mentionné avec désinvolture que Sophie aurait sa propre salle de bain chez eux si les choses évoluaient un jour. J'ai compris exactement ce qui se passait. Il ne rentrait pas dans sa vie pour en faire partie. Il tournait autour d'elle. Il la mesurait. Il décidait comment la prendre. L'embuscade est arrivée enveloppée dans une invitation à un dîner de famille. Mes parents nous invitaient rarement à moins qu'une fête n'oblige à une certaine performance d'unité. Alors quand ma mère a appelé pour proposer un repas tranquille le dimanche, j'ai failli dire non. Sophie voulait y aller. Elle avait préparé des muffins à la citrouille avec Madame Alvarez. Elle pensait que grand-père les aimerait vraiment. Alors je l'ai emmenée. À la seconde où nous sommes entrés dans la salle à manger de mes parents, j'ai vu Brooke et Derek. Ils étaient déjà assis à la table comme des invités d'honneur. J'ai su que j'avais fait une erreur. Le dîner a été tendu dès la première minute. Ma mère s'agitait autour de Brooke d'une manière qui me retournait l'estomac. Elle ajustait la cuillère de service près de son assiette. Elle demandait si le rôti était trop sec. Elle la regardait avec une pitié qu'elle ne m'avait jamais accordée au cours de 10 ans d'épuisement. Mon père a parlé à Derek avec une aisance que je n'avais pas vue chez lui depuis des années. Deux hommes discutaient des taux hypothécaires et des investissements comme si tout cela était parfaitement normal. Sophie a senti la tension immédiatement. Elle est restée près de moi. Elle était silencieuse d'une manière qu'elle n'était jamais à la maison. À la moitié du dîner, mon père s'est raclé la gorge. Il a annoncé que lui et ma mère étaient en contact avec Brooke depuis plusieurs années. Il l'a dit presque fièrement. Il semblait s'attendre à ce que j'admire la patience qu'il avait fallu pour garder une telle trahison cachée. Je me souviens avoir posé ma fourchette très soigneusement. J'avais peur de jeter quelque chose si je bougeais trop vite. Ma mère a dit que Brooke avait eu besoin de temps pour se stabiliser. Derek a ajouté que tout le monde avait essayé de faire ce qui était le mieux pour Sophie. Puis Brooke a attrapé ma main. Elle a dit qu'elle espérait que je pourrais comprendre qu'elle était maintenant en bonne santé et installée. Il était temps de discuter de ce dont Sophie avait besoin à long terme. Ce dont Sophie avait besoin. Pas ce que Sophie voulait. Pas ce que Sophie savait. Ce dont elle avait besoin. Mon père s'est penché en arrière. Il a prononcé la phrase qui a finalement arraché la moindre illusion de famille qui restait. Le sang contre Rachel. Tu as fait du bon travail, mais sa place est avec sa vraie mère. Sophie en a entendu assez pour comprendre le danger. Même si elle n'a pas saisi les implications juridiques. Sur le chemin du retour, elle a demandé d'une toute petite voix si quelqu'un essayait de la forcer à vivre ailleurs. Je lui ai promis que personne ne l'emmenait nulle part. Je le pensais quand je l'ai dit. Je ne savais simplement pas encore à quel point je devrais me battre pour que ce soit vrai. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Brooke avait déposé une requête demandant le rétablissement de ses droits parentaux et un changement de garde. La demande était soutenue par des déclarations sous serment de mes parents. Ils affirmaient que j'avais entravé les contacts familiaux. Ils disaient que j'avais aliéné Sophie de ses parents biologiques. Ils prétendaient que j'avais manipulé un arrangement d'urgence temporaire pour en faire une possession permanente. Possession. C'était le sentiment caché sous tout le jargon juridique. C'était comme si les 10 dernières années étaient un litige de propriété. Sophie n'a pas seulement été bouleversée quand l'affaire a commencé à avancer. Elle s'est effondrée. Elle a cessé de faire ses nuits. Elle a commencé à vérifier si ma voiture était toujours dans l'allée avant l'école. Son professeur a appelé pour me dire que Sophie avait pleuré en classe. Un autre enfant avait mentionné un déménagement. Je l'ai mise en thérapie immédiatement. Et même alors, elle continuait à poser la même question sous différentes formes. Si Brooke m'aimait, pourquoi m'a-t-elle laissé? Si grand-père m'aime, pourquoi veut-il que je parte? Si tu m'aimes, un juge peut-il quand même m'obliger à partir? J'ai engagé une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Maya Bennett. J'ai vidé ce qui restait de mes économies. Elle était vive et calme.
Elle était incapable de se laisser intimider par des personnes qui cachaient leur égoïsme sous des manières polies. Cela m'a fait lui faire confiance presque instantanément. Elle m'a dit de ne pas paniquer. Puis elle m'a immédiatement donné suffisamment de raisons de paniquer pour que j'apprécie son honnêteté. La biologie avait du poids au tribunal. La durée pendant laquelle Sophie avait vécu avec moi en avait plus. L'abandon de Brooke comptait. L'âge de Sophie comptait aussi. Sa stabilité et son histoire scolaire et ses dossiers thérapeutiques comptaient. Son attachement émotionnel exprimé était important. Nous avions besoin de preuves et non d'indignation. J'ai donc construit une chronologie de 10 ans. J'ai imprimé des formulaires scolaires avec ma signature sur chaque ligne. Des dossiers de visite médicale. Des inscriptions au football. Des factures de fêtes d'anniversaire. Des photos datées année après année. Des courriels de ma mère ignorant les visites. Des messages textes de mon père ignorant les nouvelles à moins qu'elles ne concernent Brooke. Des bulletins de notes. Des notes de thérapie. La vie que j'avais vécue en tant que mère est devenue des classeurs et des dossiers et des pièces à conviction. C'était affreux. C'était aussi clarifiant. Chaque page était la preuve que l'amour est un travail. J'avais fait ce travail toute seule. Maya a suggéré que j'engage un détective privé quand elle a vu à quel point la pétition était coordonnée. Brooke et Derek avaient des avocats coûteux. Ils avaient une belle maison. Ils avaient un récit conçu pour jouer magnifiquement au tribunal. Une mère rachetée. Un mariage stable. Une tante amère qui ne pouvait pas lâcher prise. Ma rage n'était utile que si elle pouvait être traduite en fait. J'ai donc engagé le détective. Je l'ai laissé faire ce que je n'avais jamais eu le temps ni la distance émotionnelle de faire. Il a commencé par Derek. J'ai pensé que s'il y avait de la pourriture dans cette affaire, c'est là que nous la trouverions. J'avais raison. Le détective Tom Grady a travaillé discrètement pendant près de 3 semaines. Puis il a demandé à me rencontrer en personne. Il est venu chez moi après que Sophie s'est endormie. Il a posé une épaisse enveloppe sur ma table de cuisine. Il l'a posée comme s'il déposait une pierre qu'il n'aimait pas particulièrement porter. Selon Tom, Derek Sloan avait effectué des recherches sur le père biologique de Sophie. Cela avait duré des mois avant que Brooke ne m'appelle. Ce n'était pas de la curiosité passagère. Il s'agissait de requêtes dans des bases de données payantes. Il s'agissait de traçage d'actifs. Il s'agissait de recoupements sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de registres généalogiques. L'homme ne cherchait pas une identité. Il cherchait un moyen de pression. Tom avait retracé ses efforts jusqu'à un nom que je n'avais entendu qu'une seule fois des années auparavant. C'était à l'époque où Brooke nous mentait encore à tous sur l'identité du père de Sophie. Cet homme s'était récemment avéré être le bénéficiaire d'un important fonds fiduciaire familial après le décès de son grand-père. Ce n'était pas de l'argent de loterie. Ce n'était pas un miracle ridicule. C'était le genre d'argent ancien qui fait que des gens comme Derek y prêtent attention. Le genre d'argent qui pourrait signifier des demandes de pension alimentaire. Des arguments de soutien rétroactifs. Un contrôle financier. Un accès futur sans fin aux actifs au nom de Sophie si Brooke récupérait la garde. Quand Tom a dit tout cela, je n'ai pas ressenti de choc en premier. J'ai ressenti de l'humiliation. Soudain, chaque sourire poli et chaque mot patient de Derek se réarrangeait en quelque chose de plus laid. C'était beaucoup plus délibéré. Ce n'est pas tout ce qu'il a trouvé. Mes parents n'étaient pas simplement restés en contact avec Brooke pendant des années. Ils l'avaient aidé à reconstruire une stratégie de contact. Il y avait des registres de transfert d'argent. Il y avait des courriels discutant du moment où Sophie serait assez grande pour s'adapter. Ils discutaient de la façon dont les tribunaux préfèrent le langage de la réunification. Ils disaient que j'étais trop attaché émotionnellement pour penser clairement. Ma mère avait même écrit un message effarant. Elle disait qu'une fois que Brooke aurait établi sa stabilité et fait un bon mariage, Rachel n'aurait plus aucune base morale sur laquelle s'appuyer pour toujours. Une base morale. J'avais occupé 2 emplois. J'avais manqué des vacances. J'étais resté éveillé pendant des fièvres. J'avais tenu 7 enfants pendant ces cauchemars. Mes parents s'asseyaient dans une correspondance secrète. Ils planifiaient le jour où ils pourraient me qualifier de temporaire. Tom a également trouvé des preuves que les finances de Derek n'étaient pas aussi propres qu'il l'avait présenté. Une dette élevée. Des lignes de crédit surexploitées.
Un investissement commercial qui avait mal tourné. Rien d'assez dramatique pour faire la une d'un scandale. Mais c'était plus que suffisant pour montrer un motif lorsqu'il était associé à la recherche du père de Sophie. La dernière pièce est venue d'une erreur commise par Derek. Les hommes comme lui croient souvent que le charme est synonyme d'invincibilité. Tom a réussi à obtenir un enregistrement. C'était une conversation dans un club privé que Derek avait eu avec un associé. Ce dernier a ensuite décidé qu'il ne voulait pas participer à une fraude devant le tribunal de la famille. Dans cet enregistrement, Derek a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit qu'une fois qu'ils auraient la fille sous la tutelle légale de Brooke, le reste de la conversation sur l'argent irait vite. Pas Sophie. La fille. Comme si ma fille était un plan d'affaires avec des taches de rousseur. Maya a écouté cet enregistrement en silence. Puis elle a fermé les yeux un instant. Elle m'a dit de tout imprimer en double. Une copie pour nous. Une copie pour le tribunal. Elle a rassemblé les documents clés. Elle a réuni les transcriptions et les courriels. Elle a compilé les dossiers financiers et les historiques de recherche. Elle a ajouté les déclarations contradictoires dans un dossier de preuves scellé. Elle ne voulait pas que l'avocat de la partie adverse prépare une réponse avant que le juge ne voie le cœur du problème. Quand elle a fait glisser ce dossier sur son bureau pour que je l'examine, je n'ai presque pas pu le toucher. 10 ans de sacrifice avaient mené à ce vilain petit rectangle de papier et de vérité. À la maison, Sophie essayait tellement d'être courageuse que cela me brisait le cœur. Elle posait des questions prudentes au bord du coucher. Elle avait l'air de craindre que trop de peur ne rende les choses plus réelles. Un soir, elle a demandé ce qui se passe si les adultes mentent à un juge. Je lui ai dit que les juges ne détectent pas toujours chaque mensonge tout de suite. Mais cette vérité a tendance à faire surface quand assez de gens refusent de la laisser enterrer. Elle y a réfléchi. Puis elle a dit qu'elle était heureuse que je sois le genre d'adulte qui garde les reçus. J'ai ri malgré tout. C'était exactement le genre de choses qu'un enfant élevé par moi dirait. La nuit avant le tribunal, elle s'est glissée dans mon lit d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle a chuchoté qu'elle se moquait de savoir qui partageait son sang. Elle se souciait de savoir qui restait. Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai promis de dire la vérité dans cette salle d'audience même si ma voix tremblait. Elle a dit d'accord. Après un long silence, elle a ajouté que s'ils voulaient être ma famille, ils auraient dû agir comme tel quand j'étais un bébé. Cette phrase m'est restée en tête tout au long de la matinée suivante. J'ai mis une robe bleu marine. J'ai rangé le dossier scellé dans mon sac. Je suis entré dans le palais de justice. J'étais prête à tout perdre sauf mon courage. Le tribunal ne semble pas dramatique quand vous le vivez de l'intérieur. Il semble froid et procédurier. C'est cruellement ordinaire pour un endroit où des familles peuvent être brisées par le vocabulaire. Brooke avait l'air parfaite à la table des plaignants. Une robe bleue douce. Des boucles d'oreilles en perles. Les yeux brillants d'une émotion contrôlée. Derek ressemblait à ce qu'il a toujours voulu qu'on le prenne pour. Un homme respectable avec des ressources et des intentions bienveillantes. Mes parents étaient assis juste derrière eux. Ma mère ne voulait pas me regarder. Mon père ne me regardait que lorsqu'il pensait que je ne l'observais pas. Leur avocat a commencé exactement comme je m'y attendais. Il a parlé de rédemption et de stabilité. Il a utilisé le langage des secondes chances. Brooke a témoigné qu'elle avait été trop malade pour être parent à la naissance de Sophie. Elle a affirmé qu'elle avait guéri et mûri. Elle s'était mariée et voulait maintenant offrir à sa fille le foyer qu'elle méritait. Derek a parlé de leur maison et de leurs économies. Il a parlé de leur quartier et de leurs projets de tutorat privé. Il a mentionné les voyages d'été. Mes parents ont témoigné que j'étais devenue possessive. Ils ont dit que je décourageais les liens. Ils ont affirmé que je traitais Sophie comme un prix que j'avais gagné par la difficulté. Ils ont soutenu qu'elle n'était pas traitée comme une enfant ayant besoin de sa famille biologique. Les écouter, c'était comme être écorché poliment. Puis ce fut notre tour. Maya n'a pas essayé de les surpasser. Elle a présenté des dossiers scolaires et des dossiers médicaux. Elle a fourni des notes de thérapie et des témoignages d'enseignants. Elle a ajouté des témoignages de voisins et du conseiller de Sophie. Tout cela établissait la même vérité sous des angles différents. Sophie était stable avec moi. Elle était attachée à moi. Elle était en sécurité avec moi. Elle s'épanouissait avec moi. J'ai témoigné en dernier.
Je n'ai pas pleuré jusqu'à la toute fin. Et même alors c'était seulement dans ma voix. J'ai parlé au tribunal de la chambre d'hôpital et de l'assistante sociale. J'ai décrit la première course de les materniser avant l'aube. J'ai parlé des années d'anniversaire et de maux d'estomac. J'ai mentionné les feuilles de calcul budgétaire et les routines du coucher. J'ai dit que je n'avais jamais dit à Sophie de détester Brooke. Je ne lui avais jamais caché la vérité. Je n'avais jamais voulu me venger. J'avais voulu la protéger. J'ai regardé directement le juge. J'ai dit que je ne demandais pas au tribunal de punir ma sœur pour la pire chose qu'elle ait jamais faite. Je demandais au tribunal de ne pas punir Sophie pour y avoir survécu. Maya a ensuite demandé la permission de soumettre des preuves scellées. Elles étaient relatives aux motifs et à la crédibilité. Elles concernaient les omissions matérielles des pétitionnaires. Le juge a ouvert le dossier à la barre. J'ai regardé son visage changer par étapes. De l'intérêt. De la confusion. Une attention vive. Puis quelque chose proche de l'incrédulité. Elle a levé les yeux au-dessus des pages. Elle a demandé « Savent-ils que vous avez cela ?» J'ai répondu honnêtement « Non, votre honneur ». À l'autre bout de la pièce, Derek a finalement perdu son sang-froid. Il s'est penché vers son avocat si vite qu'il a fait tomber un stylo par terre. Brooke a regardé Derek puis le juge et encore Derek. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle réalisait soudainement qu'elle n'avait pas été la seule à garder des secrets. Le juge a suspendu l'audience. Elle a ordonné aux avocats de s'approcher. L'avocat de la partie adverse est revenu de la barre en ayant l'air d'avoir avalé de la glace. Il a demandé un délai supplémentaire pour s'entretenir avec ses clients. À la reprise de l'audience, le ton poli avait disparu. Le juge a résumé suffisamment du contenu scellé pour le dossier. Cela a bouleversé toute la salle. Derek avait effectué des recherches répétées sur le père biologique de Sophie. Il l'avait fait après avoir appris l'existence d'un fonds fiduciaire substantiel. Mes parents avaient maintenu un contact à long terme avec Brooke. Ils l'avaient fait tout en soumettant des déclarations trompeuses suggérant une reconnexion récente. Les documents financiers sapaient l'image de stabilité facile qu'ils avaient présentée. Le plus dommageable de tout était un langage enregistré. Il indiquait l'intention de s'assurer d'abord le contrôle légal puis l'accès financier. L'avocat de la partie adverse n'a pas abandonné l'affaire de manière théâtrale. Il a fait quelque chose de plus dévastateur dans une salle d'audience. Il a cessé de faire semblant que ses clients étaient propres. Il a déclaré que certaines informations ne lui avaient pas été entièrement divulguées. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas défendre ses omissions. Il a conclu que le tribunal devait évaluer la crédibilité en conséquence. Brooke s'est mise à pleurer pour de bon à ce moment-là. Pas des larmes gracieuses. Des larmes choquées et désordonnées. Elle s'est tournée vers Derek comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Et c'était peut-être le cas. Mon père a fixé la table. Ma mère a pressé une main sur sa bouche. Pour la première fois en 10 ans, je ne me suis pas sentie petite devant l'un d'eux. Le juge a rejeté la demande. Elle a statué que l'intérêt supérieur de Sophie exigeait de la continuité et de la stabilité. Elle nécessitait une protection contre la manipulation des adultes. Le juge a conclu que j'avais fonctionné comme le parent psychologique et pratique de Sophie pendant presque toute sa vie. Elle a noté de sérieuses préoccupations de crédibilité dans la présentation des pétitionnaires. Elle a expressément averti que le bien-être d'un enfant ne peut être subordonné à une culpabilité tardive. Il ne peut être subordonné à une réparation d'image ou à un opportunisme financier. Brooke n'a pas obtenu la garde. Tout contact futur serait limité et thérapeutique. Il serait basé entièrement sur le confort de Sophie et la recommandation de professionnels. Mes parents ont été mis en garde contre toute nouvelle ingérence. Quand tout a été terminé, je ne me suis pas sentie triomphante tout de suite. Je me sentais vide de soulagement. Puis Sophie a couru dans le couloir depuis la salle d'attente. L'assistante de Maya l'y avait occupée. Elle a vu mon visage. Elle a compris avant même que je ne prononce un mot. Elle s'est jetée contre moi si fort que j'ai failli perdre l'équilibre. Je lui ai dit que nous rentrions ensemble à la maison. Elle a commencé à pleurer puis à rire puis à pleurer de nouveau. Elle a dit « Je savais que tu ne les laisserais pas réécrire ma vie ». Cette phrase a guéri quelque chose en moi que je ne savais pas encore en sang. Les conséquences ont été plus calmes que ce que les gens pensent que la vengeance devrait être.
Mais à certains égards cela les a rendues plus satisfaisantes. La réputation de Derek dans son cercle professionnel a pris un coup dont il n'a pas pu se sortir avec charme. Brooke a déménagé de la maison quelques mois plus tard. Elle a commencé à voir Sophie uniquement par le biais de contacts thérapeutiques soigneusement supervisés. Cela se faisait après de longues périodes de réflexion et de responsabilisation. Mes parents ont appris à la dure que grand-parent n'est pas un titre que l'on peut transformer en arme tout en le gardant. Sophie n'a pas demandé à les voir pendant longtemps. Je ne l'ai pas forcé. Ce qui comptait ce n'était pas de punir tout le monde pour toujours. Ce qui comptait c'était de tracer enfin une ligne autour de mon enfant. Il fallait faire comprendre aux personnes à l'extérieur que l'accès à elle n'était pas leur droit. C'était un privilège qu'ils avaient déjà gaspillé. Quant à Sophie et moi nous avons continué à vivre. C'était la fin la plus puissante de toutes. Nous sommes retournés aux soirées cinéma du vendredi et aux crêpes du dimanche. J'ai été promu l'année scolaire suivante. Nous avons fini par emménager dans une maison de ville plus lumineuse. Il y avait un petit bout de jardin où Sophie peignait sur une table pliante au printemps. Elle posait encore parfois des questions difficiles. Elle s'interrogeait sur la génétique et le choix et le pardon. J'y répondais de la même manière que je l'avais toujours fait. Honnêtement. Je lui ai dit que la famille ne se construit pas sur un seul nom de famille partagé. Elle ne se construit pas sur un test génétique ou un argumentaire de tribunal. La famille se construit sur la responsabilité et le sacrifice et la constance. Elle se construit sur un amour qui reste quand il est difficile de rester. Je lui ai dit que les enfants ne sont pas des secondes chances pour les adultes qui veulent se sentir mieux face à leur passé. Ce sont des êtres humains qui méritent la sécurité et la vérité et le respect de la part des personnes qui les élèvent. Et c'est peut-être la vraie leçon de tout ce qui nous est arrivé. L'amour sans responsabilité n'est que du sentiment. Le sang sans loyauté n'est que de la biologie. Mais quand quelqu'un vous choisit et vous protège et vous dit la vérité et continue d'être là année après année, c'est là que commence la vraie famille. Sophie a écrit un jour dans un essai scolaire que le meilleur genre de parent est celui qui reste. Je garde ce papier dans le tiroir de mon bureau maintenant. Il est juste à côté de l'ordonnance du tribunal. Un document prouvait que j'avais le droit légal de l'élever. Mais l'autre prouvait quelque chose d'encore plus important. J'avais gagné la place dans son cœur qu'aucun adulte égoïste ni aucun faux témoignage ne pourrait jamais prendre. Aucun dossier scellé plein de vilaines vérités ne pourrait jamais me l'enlever.